Bonjour à tous, merci à tous d'être là, c'est un immense plaisir de pouvoir vous accueillir à nouveau en physique après une année assez particulière. C'est justement de ça qu'on va parler puisque donc on a tous vécu une crise du Covid qui nous a affectés d'un point de vue personnel, mais nous, DRH, d'un point de vue opérationnel aussi, avec les confinements successifs, la mise en place du télétravail très rapide, et aussi aujourd'hui une reprise progressive, malheureusement pas encore tout à fait complète, et du télétravail qui se pérennise, ce qui a un impact évidemment au quotidien pour les collaborateurs, pour les managers, mais qui pose aussi de vrais sujets sur les aspects de formation, pour les programmes de formation et tout ce qui peut en découler. Et nous sommes ici pour en discuter et parler de formation, les leçons d'une crise. Je vais laisser nos intervenants peut-être se présenter. On va commencer par les femmes. Joëlle, je vous laisse commencer. Joëlle Nogaret, enchantée. Je suis directrice commerciale chez Berlitz France. Moi, j'évolue dans le monde de la formation depuis 12 ans et vraiment, ça s'est imposé comme une évidence pour moi parce que j'ai toujours baigné dans un milieu culturel, linguistique, divers. C'est vraiment, pour moi, une porte ouverte sur une culture. C'est ce qui fait aussi avancer les sociétés. On l'a vu dernièrement. C'est la collaboration internationale qui prime et vraiment, nous aidons les sociétés en fait à communiquer. Rachel ? Alors, excusez-moi. Alors, bonjour, Rachel de Sand. Je suis Head of Leadership and Learning chez Sanofi en Europe. Donc, ça veut dire 50 000 employés chez Sanofi. On a 100 000. En France, je suis responsable de toutes les formations, de nos formations sur site, donc le CACES, habilitation électrique, jusqu'à la formation de nos hauts dirigeants, donc le leadership et managérial. En Europe, on fait que des formations, donc 20 000 personnes dans le reste de l'Europe, parce que la France est toujours en Europe quand même. Donc en Europe, c'est 20 000 personnes et on fait que le développement de leaders aujourd'hui. Et on va vers une formation de tout le monde. Donc voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être sur cette belle table ronde qui parle de formation. On n'en parle jamais assez. Donc, je suis Claire Pascal, je suis directrice générale de Comundi, qui est une entreprise de formation un peu historique dans le paysage, puisque depuis créée en 87 sur des sujets assez variés. Je suis également vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle, devenue les acteurs de la compétence, donc avec une vision un peu plus institutionnelle et macro du secteur. Et j'ai aussi une casquette publique, puisque je suis maire adjoint en charge des ressources humaines d'une collectivité des Hauts-de-Seine. Voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Claire. Frédéric ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Frédéric Demarque, je suis en charge de la formation pour Bolloré Transport et Logistique. J'ai également en charge notre toute nouvelle université, Bolloré University, on l'appelle Bi-University entre nous, qui a un an. Bolloré Transport et Logistique, c'est 35 000 personnes dans le monde. On a un poids en Afrique, vous en avez peut-être entendu parler, qui est assez important. On a 20 000 personnes à peu près en Afrique. On a des besoins assez différents, des maturités assez différentes dans nos différentes zones. Et donc, moi, depuis 5 ans que je suis dans ce groupe, ma principale mission, c'est d'arriver à déployer, développer de la formation partout dans le monde, pour tout le monde, sur tous les sujets. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Olivier ? Bonjour, Olivier Ribou, je suis le directeur général de l'Industrie. L'Industrie, c'est une école qui a été créée à l'initiative de la Fondation Total Energy. Notre objectif, c'est de former un public de jeunes décrocheurs, 18-25 ans, sur les métiers de l'industrie du futur. Je suis très content de parler ici et de partager mon expérience parce qu'on avait pour objectif de démarrer en 2020 et on a démarré en octobre 2020 sur un public décrocheur. Et donc, partager cette expérience, je suis très content de commencer là parce qu'on a commencé avec le confinement. Et Guillaume ? Bonjour à toutes et à tous, donc Guillaume Ravix, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis directeur de la Cité chez Nexity. Alors, qu'est-ce que c'est la Cité ? C'est notre entité de développement et de valorisation du capital humain pour l'ensemble du groupe. Donc 10 000 collaborateurs en France et quelques implantations dans la première couronne européenne. Et donc, on va pouvoir aborder tous ces sujets passionnants ensemble aujourd'hui.
en longueur. Pour commencer, je voulais vous proposer de faire un petit tour de table, justement de nous donner un petit peu vos retours d'expérience et savoir un petit peu comment ça s'était passé avec donc cette crise, les confinements, certains qui ont eu des enjeux assez spécifiques, comme a pu le préciser Olivier, et d'autres qui en avaient aussi. Frédéric, est-ce que je vous laisse commencer ? Oui, merci. Je ne sais pas si c'est un Non, mais l'expérience qu'on a eue, elle a été un peu douloureuse au départ. On est dans une entreprise qui est récemment une entreprise industrielle, mondiale, etc. En fait, c'est un petit peu un conglomérat de PME, donc avec un esprit très décentralisé, donc avec une cohésion qui est à faire. Donc on a en gros un niveau de maturité formation qui était assez faible. Donc on avait des pratiques très présentielles, quasiment uniquement présentielles, et il a fallu quasiment du jour au lendemain passer au distanciel, ce qu'on a fait. J'ai une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi, et on s'est aperçu de choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Dans les agences, en fait, tout le monde n'a pas un PC avec une carte son, tout le monde n'a pas un casque, tout le monde n'a pas un endroit où se mettre pour pouvoir faire du e-learning ou du webinar, etc. C'est tout bête, mais il faut penser à ça. Donc voilà, il a fallu travailler beaucoup avec les agences de terrain pour pouvoir l'organiser. Là, je parle principalement de la France et de nos gros pays. Dans d'autres zones, difficulté avec le câble, donc la donnée qui passe pas parce que les tuyaux sont pas assez gros, parce qu'il y a des problèmes de raccordement, parce que etc. Je suis obligé de couper ma caméra parce qu'en fait la qualité du son est pas assez bonne. Donc voilà, on a eu à affronter, on était confronté à tout ça. Et l'autre grand enseignement pour mon équipe et moi, c'était de distinguer d'un point de vue modalité pédagogique à quoi s'adressait quelle modalité pédagogique. On est arrivé à la conclusion que... alors on a une phase, je vais commencer par ça, on a une phase où on s'est dit c'est génial, en fait on peut faire plein de choses en distanciel, c'est vraiment super. Alors on s'est équipé, on a acheté un petit studio entre guillemets qu'on a mis en place chez nous. On s'est rendu compte que les formateurs c'était mieux lorsqu'ils étaient debout. Parce qu'eux-mêmes étaient mieux et parce qu'en fait l'impact qu'ils avaient vis-à-vis des apprenants était meilleur. On leur a installé un petit tableau interactif derrière eux, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on nous a dit c'est quand même sympa ce que vous faites, alors soit vous directement, soit avec des prestataires, mais en même temps on sent bien qu'il y a des choses, moi j'aimerais bien le faire avec des gens, j'aimerais bien le faire en présentiel. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir vraiment au distinguo. Ça peut paraître un peu basique ce que je vais dire, mais entre ce qui doit se faire en présentiel, ou ce qui peut se faire en présentiel, ou ce qui doit se faire en distanciel. Donc on a bien identifié ce que l'on devait garder en présentiel, et donc il y a certains programmes de management notamment qu'on a mis en stand-by complètement. On a dit on ne les relancera que lorsqu'on pourra faire du présentiel, pas forcément 100%. On est quasiment passé en blended learning sur tous nos programmes aujourd'hui. Mais la direction était plutôt d'accord avec ça. Donc on faisait ce qu'on appelait des keep in touch. Donc on faisait des webinars pour les maintenir en fait, pour leur donner des outils, des aides de gestion de la crise, de gestion des difficultés, de travail à distance, etc., etc. Ça a plutôt bien fonctionné. Et donc aujourd'hui, la crise est pas finie. Donc je suis très humble par rapport à tout ce que je vais dire aujourd'hui. Mais on arrive à mieux distinguer, donc à mieux placer le curseur dans tout présentiel, pas tout présentiel, 80%. En fait, on fait du mixte quasiment sur tous nos parcours aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et mixité, c'est pas simplement présentiel et distanciel, mais dans le distanciel, quelles sont les différentes modalités qu'on va mettre ? On distingue la classe virtuelle, le e-learning, le quiz, le self-assessment, etc., etc. Donc on a beaucoup travaillé sur tous ces aspects. Merci Frédéric. Olivier, je voulais passer la parole à vous juste après, puisque vous avez eu des problématiques un peu semblables sur un environnement qui semblait pas forcément, voire absolument pas propice à cette mise en place du distanciel. Comment ça s'est passé ? Donc, comme je le disais dans mon propos liminaire, déjà, on s'adresse à un public de décrocheurs, même si le mot n'est pas très joli. Donc, des gens pour qui déjà les modalités pédagogiques traditionnelles n'avaient pas fonctionné. La deuxième chose, on a commencé à accueillir nos premiers jeunes au mois de novembre, donc c'était déjà le deuxième confinement si je ne m'amuse. Et on est arrivé, on dira peut-être après, à accueillir, en respectant des gestes barrières, un petit nombre de jeunes. Se dire qu'on allait commencer dès le début avec du distanciel, on était sûr que ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut trouver du sens à notre apprentissage. Il faut savoir
Pourquoi on va apprendre? On sait très bien que sur du distanciel, la complétude d'une formation est beaucoup plus faible, parce que déjà, que quand on est en présentiel, c'est plus compliqué de s'échapper d'une salle en pleine intervention comme aujourd'hui que quand on est derrière un écran. Et puis, il y a une relation de confiance avec le formateur. Et cette relation devait avoir lieu. Donc, on a réduit le nombre de jeunes, mais on a commencé par faire du présentiel pour leur donner du sens et de la confiance. Et il se trouve qu'au 3e confinement, on a dû réglementairement fermer notre site, mais on avait déjà cette relation de confiance entre le formateur et les jeunes, et on a pu lancer des formations en distanciel, mais avec du coaching en distanciel individuel et collectif pour éviter de perdre nos jeunes. Et on a eu la même problématique, je dirais, de matériel, puisque un certain nombre de nos jeunes n'avaient pas du tout ou d'outils informatiques ou de connexion Internet. Donc il a fallu être assez inventif et même leur donner un certain nombre de matériel pour ça. Mais effectivement, donc cette relation qui s'est construite dans un premier temps et qui vous a permis aussi de maintenir ce distanciel et qui est peut-être un premier enseignement de cette importance de la relation qui doit se lier. Rachel, vous, comment ça s'est passé chez Sanofi ? Alors, on avait déjà un petit peu les formations en digital, donc c'était pas quelque chose qui était un grand changement. On est le pharma, un big pharma, donc on a beaucoup de réglementations et des formations obligatoires. Donc, la notion de se former à distance n'était pas difficile pour nous, mais on a décidé très très rapidement. Déjà, on était mis en télétravail bien avant tout le monde, donc bien avant le confinement, notre PDG il a dit bon, on va travailler à la maison. Et très rapidement, on a eu les outils Zoom, les outils digitaux, et on a pu ensuite vraiment faire très rapidement les formations. Donc, je me souviens d'avoir les conversations avec mon équipe très vite en disant aujourd'hui, toutes les formations doivent être en digital, à distance. Même ce qu'on a habitude sur les sites, donc les cassets sur l'habilitation électrique, même cela devait être en distanciel aussi. Et donc, évidemment, il y a une partie expérientielle qui est impossible de faire en distance. Donc, le premier confinement, on avait annulé ces formations, qui nous a mis un petit problématique après. Donc, on courait pendant 1 an après de pouvoir faire ces formations obligatoires. Et on a fini par se rattraper. Mais aujourd'hui, ces formations-là, les parties qu'on peut faire en distanciel, on fait toujours en distanciel si on peut, et si on a les outils pour les personnes, pour qu'ils puissent les accéder sur site. Mais on essaie de rester un peu digital. Il y avait aussi une partie de notre population qui était à la maison, qui faisait rien, parce que le sales, évidemment, on ne pouvait plus sortir. Et on était demandé très rapidement de les former, de tout simplement utiliser le temps qu'ils avaient pour décider de penser à les compétences qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient besoin, l'influence, le côté digital, qu'ils avaient peut-être été un petit peu en retard. Donc on se mettait en place les formations pour cette population-là. Et évidemment, tous les autres, bureautiques, leadership development, managérial, de suite on les a mis et on est toujours en distanciel, pour la plupart. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on remet en présentiel ? C'est ça, et on va y revenir évidemment. Claire, de votre côté, vous qui, chez Comundi, êtes fournisseur de formation, vous avez vu pas mal d'entreprises, vous avez rencontré pas mal d'entreprises avec des problématiques diverses. Qu'est-ce que vous avez pu voir pendant cette crise ? Alors, d'abord, les leçons de la crise n'étant pas finie, on va être modeste sur les leçons, parce que je pense qu'elles ne sont pas toutes tirées, elles sont certainement d'autres à analyser. Je dirais qu'il y a 2 leçons majeures pour moi sur la fin de la crise, en tout cas l'état où on en est de la crise. La première leçon, c'est que la crise n'a été qu'un accélérateur de tendances qui existaient déjà. Donc la digitalisation, les formations à distance, ça existait déjà. Alors après, la crise contraint, la crise oblige, et donc la crise entraîne une accélération de l'appropriation culturelle de ces outils qui existaient déjà. Donc il n'y a pas eu d'éléments particulièrement neufs qui sont arrivés, c'est simplement on a accéléré. Le deuxième point, c'est que moi je trouve qu'il faut qu'on salue tous l'extraordinaire adaptation de tous les salariés, de tous leurs managers, de tous les décideurs sur des événements qui sont arrivés très rapidement, parce que
on ne voulait pas tellement y croire, en fait. Hein. Et puis finalement, on y a cru, hein, parce que quand on s'est retrouvé confiné, il a fallu bien qu'on y croie. Et que finalement, on s'est retrouvé à tout changer en très peu de temps. Et les gens, alors effectivement, c'est pas simple, il y a des difficultés, tout le monde n'est pas forcément autonome, parce qu'on va parler d'autonomie aussi hein, par rapport à ça. Mais globalement, on voit qu'il y a une adaptation qui a été faite très rapidement. Et je pense que dans les leçons de la crise, on ne reviendra pas en arrière. Alors on va avoir un curseur qui va se réinstaller quelque part entre le présentiel et le distanciel et on ne sait pas très bien où, mais parce qu'on n'a pas encore toutes les données, mais globalement ça a été un accélérateur. Alors le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'on ne peut pas, considérer les leçons de la crise de manière, j'allais dire, indépendante de l'environnement. La crise sanitaire est arrivée l'année 1 de la réforme de la formation professionnelle. Et finalement, ça a été un effet amplificateur des éléments contenus dans la réforme. Et ça, finalement, il y a eu des éléments. Alors, on a vu, notamment sur les entreprises, les PME, les 50-300, elles ont drastiquement baissé leurs investissements en formation parce qu'elles n'avaient plus le financement possible. Et donc, finalement, ça, plus l'effet de la crise, a fait que quand on doit couper des budgets, on coupe quand on peut couper. Autrefois, la formation était un budget sanctuarisé. Maintenant, c'est plus un budget sanctuarisé. Et donc, finalement, un des effets majeurs de la crise, conjugué à cette réforme de la formation, c'est que la formation était un outil contracyclique. Quand ça n'allait pas, de toute façon, les budgets, ils étaient sanctuarisés. On formait pour s'adapter, pour pouvoir redresser, pour pouvoir adapter les compétences. La formation est devenue un outil cyclique, à savoir, quand on doit baisser des budgets, on baisse le budget de la formation. Et ça, c'est l'effet d'écho qu'il y a eu de la crise par rapport à la réforme de la formation. Et je pense que c'est important de le dire parce que la crise n'est pas apparue dans un contexte réglementaire et organisationnel pour les entreprises identique à celui de l'année dernière. Et c'est un élément, à mon avis, d'explication qui est important. Un élément qui est capital, effectivement, et on aura l'occasion d'en reparler avec des points moins positifs, mais des points positifs aussi dans la réforme de la formation. Joël, de votre côté, alors Claire évoquait cette accélération de la formation. Vous aussi, vous l'avez noté chez Berlitz, vous nous en parliez. Alors oui, tout à fait. Non seulement on l'a noté, mais chez Berlitz, on se trouvait justement dans une transformation digitale qui a été complètement accélérée en fait avec cette crise Covid. C'est vrai qu'on était très connus pour tout ce qui était formation en présentiel, ce qui est extrêmement important parce que sur la formation linguistique, interculturelle, vous avez quand même l'humain au cœur du système. Donc tout à l'heure, on parlait de relation de confiance. Oui, c'est le cas, effectivement. C'est la relation de confiance que vous allez tisser avec votre formateur qui participe au succès de la formation. Mais vraiment, ça nous a permis, en fait, d'une part, d'embarquer les équipes vers cette digitalisation, donc des outils internes, digitalisation également des plateformes qu'on va offrir aux apprenants. Et ça nous a aussi surtout permis d'embarquer nos apprenants vers la formation distancielle visio, parce qu'on avait encore des apprenants vraiment réfractaires à tout ce qui était distanciel sur une formation linguistique et qui ne jurait que par le face-à-face. Et ça a été aussi pour nous le moyen de leur prouver que la formation en visio pouvait être tout aussi efficace qu'une formation en présentiel. Donc nous, ça a été vraiment un réel accélérateur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate quand même une volonté de retour au face-à-face pour les apprenants. Je pense que les gens ont vraiment aujourd'hui besoin de ce contact humain duquel ils ont été privés pendant si longtemps. Et tout l'enjeu est vraiment d'arriver à trouver le juste milieu, en fait, parce que il faut pouvoir, en fait, fournir à différents profils d'apprenants les différentes formations desquelles ils ont besoin et d'arriver vraiment à jauger entre tout ce qui est formation en présentiel qui est nécessaire et tout ce qui est formation distancielle, donc que ce soit sur la visio ou que ce soit sur des outils digitaux, mais toujours garder un mixte parce qu'on est quand même sur une formation linguistique. Si l'e-learning pur, pour nous, c'est pas possible. Vous avez toujours un formateur qui va rentrer dans le process sur une formation, même sur une formation full distancielle, ne serait-ce qu'à travers la visio. Merci Joël. Guillaume, pour finir, vous, comment ça s'est passé ?
Alors, évidemment, je souscris à ce qui a été déjà dit. Je vais essayer de ne pas faire du bis repetita. Je suis entièrement d'accord avec le fait que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au démarrage, quand la crise a démarré, il y a bientôt 2 ans, on disait, on recevait tous des newsletters qui nous parlaient du monde d'après. En fait, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé assez bien dit. En fait, on n'est pas vraiment dans le monde d'après, on est plutôt dans un long maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui s'étire sans fin. Donc, qu'est-ce qu'on apprend Moi, je pense que on est beaucoup dans une logique de comment on fait d'une contrainte une opportunité. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire comment on se dit qu'il y avait des choses qu'on pensait complètement impossibles avant, et finalement, pourquoi on les challengerait pas. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Donc, la crise, nous, elle a débarqué en fait au moment où on lançait la Cité. C'est-à-dire que c'était le moment où on lançait officiellement une nouvelle entité en interne sur laquelle on travaillait depuis plus de 6 mois avec l'ensemble du collectif RH, des managers, des collaborateurs, etc. Et on avait prévu d'aller visiter l'ensemble de nos régions et d'événementialiser de la formation autour de ce lancement. Donc en se disant, OK, on va passer une journée par région, on va offrir des opportunités de formation, des conférences, etc. Bon, la crise arrivant, on a très vite remballé notre projet en carton. Mais on s'est dit, comment, encore une fois, on peut se dire qu'on a une contrainte, mais comment on peut garder cet objectif d'amener au plus près de nos collaborateurs sur le terrain de ces opportunités en plus. Et du coup, on a tout basculé en digital. Donc on a fait le tour de la formation est devenu le e-tour. En fait, ce qu'on pensait impossible quelques mois avant, c'est-à-dire que même là où nos décideurs nous auraient dit non, c'est pas possible, il faut que tu regroupes les gens, etc. Les gens, en fait, ça s'est fait de façon extrêmement fluide. Donc, évidemment, il y a eu tout un travail derrière d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'on a été, je pense qu'on va en parler après, sur des formats plus courts, plus compacts. On a revu la granularité des sujets parce qu'on ne forme pas les choses, on ne forme pas de la même façon quand on a 1h45 ou quand on a 2 jours. Ça paraît un peu bébête de le dire comme ça, mais il y a quand même une approche à avoir derrière en se disant... en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a fait, en se disant, OK, on va proposer des slots de formation d'1h45 sur des thématiques dont ils ont besoin ici et maintenant, qui sont liées à la crise. Comment on fait pour que ce soit le plus utile possible pour eux? C'est-à-dire que donc on s'est dit, OK, donc une formation égale un outil. Donc sur chaque mini-formation qu'on va proposer, on veut qu'ils ressortent de là avec un outil ou une posture qu'ils seront capables de travailler, etc., etc. Donc nous, ça nous a fait bouger sur ces aspects-là. Évidemment, Claire le disait, je crois que et dans la majorité des boîtes, moi, j'ai été assez bluffé par la capacité des équipes à faire du sans couture, c'est-à-dire qu'on a débranché au bureau, on s'est rebranché à la maison avec une fluidité voilà, qu'on n'aurait pas imaginé, je pense. Et donc, voilà, sur les formats, sur le fait de proposer des choses qui soient très opérationnelles, transposables, tout en tenant compte aussi du contexte du collaborateur. Et donc ça, c'est aussi les thématiques des formations qu'on a proposées. Mais je pense qu'on les abordera tout à l'heure. Tout à fait. Mais effectivement, c'est un premier élément clé de cette révolution des outils et des formats. Claire, vous aussi, vous aviez noté l'importance de cette révolution et toutes les évolutions qui ont pu avoir lieu pendant la crise sur ces outils-là. Alors bien sûr, effectivement, on a eu... en fait, si vous voulez, c'est comme si on était passé dans un monde en 3 dimensions. On est passé finalement, on va mailler des sujets, on va mailler des formats et on va mailler des durées. Et on a dans ces durées, tu le disais, des durées qui peuvent être très courtes. On a des formats qui peuvent être distanciels, présentiels. On a et c'est ça en fait, à la limite, les constructions qu'on fait et les demandes qui nous sont adressées chez Comundi, c'est de cette architecture de formation à travers ce triptyque, à travers cette vision en 3 dimensions et en fonction des publics. En fonction de la maturité des publics, en fonction des thématiques, en fonction des organisations de travail, on va maintenant utiliser des formats courts, des formats très courts, des formats plus informatifs, des formats plus expérientiels. Et tout ça fait que on construit finalement à la demande avec des granularités qui sont à notre disposition. Alors, c'est important de le dire, c'est que on est quand même, je reviens sur les sujets de notre écosystème, mais on est quand même passé, on n'en a pas parlé, mais on est passé d'un plan de formation à un plan de développement de compétences. Et ça, c'est quand même ça qui a tout changé aussi. Parce que ça veut dire que dans le plan de formation, il y avait un formalisme, des contraintes fortes en termes de remplir les cases pour que ça aille bien dans le plan de formation. Le plan de développement de compétences a ouvert énormément de possibilités. Et aujourd'hui, vous pouvez mettre des parcours d'intégration, quel que soit le format, quelle que soit la durée, des parcours d'intégration qui, avant, n'étaient pas forcément parfaitement intégrables dans un plan de formation. Donc, l'ouverture du plan de formation au plan de développement de compétences, les contraintes, tu l'as dit, de la crise,
qui ont donné des opportunités finalement de granularité supplémentaire. Et puis derrière, la culture du distanciel, du digital, de l'asynchrone, du synchrone, tout ça fait que on arrive à une panoplie qui finalement aujourd'hui elle est beaucoup plus adaptable, mais aussi beaucoup moins lisible au sein des entreprises. Effectivement. Rachel, vous aussi, vous l'aviez constaté, cette évolution des outils, vous l'avez évoqué sur les formations obligatoires, mais vous avez dû vous réinventer là-dessus et ça s'est plutôt bien passé. Oui, incroyablement, c'est bien passé. On avait une ouverture parce que on ne pouvait plus avoir les visiteurs sur site. Donc, il y avait une ouverture il faut se former, comment faire, et puis une volonté des employés, des collaborateurs. Donc, c'est vrai. Il y avait aussi, on a beaucoup de facilitateurs internes et qui étaient obligés aussi de se transformer parce qu'on ne peut pas juste prendre une formation en présentiel et puis le faire en distanciel. On le sait, c'est notre métier, on le sait tous. Et on a rapidement, nous, formé ces formateurs, facilitateurs dans les méthodologies de changement avec qu'est-ce qu'on fait en distanciel. On va traiter les petits groupes comment. On a utilisé les outils comme je suis sûre que vous avez utilisé pareil, comme Mural ou d'autres. Donc c'est ce niveau d'outillage de nos facilitateurs en interne, je trouve ça très intéressant et je pense que on a pris beaucoup d'avance sur ce côté-là, digital en interne en formation. Une grosse évolution, c'est les outils digitaux, mais aussi, et je vais me tourner vers vous, Olivier, qui le mentionniez à juste titre, on s'est aussi réinventé sur les espaces physiques de formation. Oui, en fait, le confinement et, je dirais, les mesures de distanciation sociale ont fait que là, on revient à être l'un à côté de l'autre, mais pendant longtemps, on a eu des règles et on les a tous appliquées de manière un petit peu drastique. Il faut au minimum 4 mètres carrés autour de nous, et donc comment on forme des gens avec 4 mètres carrés autour de soi. Je pense donc on a cherché à un moment des espaces, on a trouvé des grandes pièces, des grandes salles, et le monde de la formation, quand on était en distanciel aussi, on peut être de chez soi et on a du mal à revenir dans une salle avec la table en U ou la configuration église. Entre guillemets, et on a appris à se mettre différemment, et je pense que ça fait partie des choses qui va changer, parce que en fait on apprend aussi, on apprenait très bien en bousculant ses habitudes, et venir dans une salle de formation classique, déjà on se met dans un monde, je vais apprendre de manière très basique. Quand on est dans un espace un peu différent, quand ça change, on va ouvrir, hein, c'est les neurosciences qui nous le disent aussi, on va ouvrir son esprit pour apprendre différemment. Et la dernière chose, juste si je voulais revenir dessus, on se rend compte que des gens sont prêts alors quand on parle de présentiel ou de distanciel, est-ce qu'on est prêt à refaire 2 heures de trajet à l'aller et au retour pour une demi-journée de formation ? Non, on le faisait sans poser la question avant, donc il faut être beaucoup plus agile sur ce genre de format. Effectivement, l'agilité, c'est un des enjeux majeurs et on va y revenir. Frédéric, pour finir, effectivement, sur cet aspect du digital, vous, beaucoup de mise en place de e-learning, mais... On a eu une phase euphorique. Passé la sidération du début du confinement, où tout était bloqué, tout était arrêté, c'était la catastrophe. Peut-être un élément de contexte aussi pour tout le monde. Donc nous, on est un OF interne, mais à ce titre-là, on est Calliope là depuis quelques mois. J'ai un budget à gérer, j'ai des charges à amortir ou des investissements. Donc il y a aussi ce contexte-là pour nous. Donc il y a eu une phase euphorique où tout le monde dans l'équipe était en veille sur des outils auteurs. On avait quelques outils auteurs, 2, 3. Et puis, on en trouvait petit à petit, puis on les testait, puis ça coûte pas si cher que ça, puis regarde ce qu'on peut faire Frédéric, c'est génial, etc. Et puis regarde, j'ai mes commerciaux qui adorent ça, puis je suis en train de monter un challenge, enfin bon, voilà, plein de choses comme ça, un petit peu d'euphorie, et puis dans la tête de nos prescripteurs, dans la tête de nos responsables formation, le e-learning, le distanciel, ça coûte moins cher que le présentiel. Et je vous avoue que moi-même, au début, je pensais un peu ça. Et puis j'ai commencé à faire des additions pour dire, bon ben, il va quand même falloir qu'on parle un petit peu de sous.
Eh ben non, ça coûte cher. En fait, ça coûte cher parce que quand on empile le temps évidemment d'ingénierie, il a fallu que j'accompagne aussi nos formateurs qui ne faisaient que du présentiel à l'ingénierie distancielle qui est quand même un petit peu différente. Alors heureusement, on a une responsable de l'ingénierie pédagogique qui les a accompagnés, donc on a fait ça en interne. On s'est aperçu aussi qu'animer une classe virtuelle ou un webinar, eh ben, s'occuper de la technique et en même temps faire l'animation, c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit, sur certaines formations, il faut être deux. On a l'animateur et on a la personne qui va gérer la technique, qui va passer les slides, qui va faire du spotlight, qui va animer, ouvrir, enfin bon, etc. Checker s'il y a du chat et il y a des questions qui sont posées en même temps. Bon, alors donc sur certaines formations, ils sont deux. Et au final, j'ai eu ce casse-tête à résoudre. En plus, avec des tarifications intra-inter à gérer, ça n'était pas facile, puisque le distanciel permettait d'avoir des groupes beaucoup moins importants qu'auparavant dans le présentiel. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a monté, organisé. C'est comme ça que ça a été compris aussi par nos responsables formation. Donc là, à nouveau, question du curseur, où est-ce qu'on le met? Parce que, en fait, voilà, c'est pas non plus donné, c'est pas moins cher que le présentiel. Donc, il y a une question un petit peu de stratégie qui m'a été posée. Que digitalise-t-on? Que rend-on distanciel? Et que va-t-on garder en présentiel? C'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu en préambule sur la question de... On a mis le doigt vraiment sur le distinguo entre les différentes modalités. Quelle compétence doit être développée avec quelle modalité pédagogique? Et c'est important de bien préparer les choses. Guillaume, je vous voyais... Ouais, je rebondis sur ce qui a été dit. Pour moi, je trouve que ce qui est intéressant, ce qui ressort là, c'est qu'on a quand même deux grands enseignements sur les modalités et les outils. Un, le présentiel. C'est impossible de faire revenir des gens comme on les faisait venir avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même maintenant... En tout cas, il y a un niveau d'exigence qui a monté. C'est-à-dire que ce que personne ne challengeait avant, en disant « je viens pour une demi-journée » ou « je traverse la France » ou peu importe, ça, c'est plus possible. Donc, ça veut dire que toute la conception pédagogique qui est faite en amont, elle doit mettre la lumière sur l'expérientiel. C'est-à-dire que, en tout cas, on doit tirer les vraies valeurs de quand je réunis des gens dans une salle, c'est quoi la vraie valeur de les réunir et qu'est-ce que je leur fais faire. Donc, avoir une expérience, expérimenter aussi. Et nous, ce qu'on a tiré comme leçon de ça, c'est que à chaque fois qu'on va solliciter une prestation externe, par exemple, on demande que les formateurs, maintenant qui interviennent, ils soient formés à la facilitation et qu'ils s'appuient sur les méthodes d'intelligence collective. Parce qu'on s'est aperçu déjà à distance, même s'il faut mettre plus d'énergie pour le faire, que ça fonctionnait très bien. Donc c'est une des exigences maintenant qu'on a sur le présentiel. Et le deuxième enseignement, c'est que sur des formats plus courts en distanciel, nous, on a constaté que ça accélérait beaucoup la porosité. C'est-à-dire que quand c'est petit, alors à un moment, c'est à la limite de la formation, parce qu'on ne va pas former à devenir manager en 45 minutes. En tout cas, nous, on n'a pas réussi. Mais le sujet, il est que plus c'est petit, plus c'est facile à mettre dans les interstices de mon agenda et de mes contraintes opérationnelles. Et donc, on est dans une espèce de continuum où il y a moins de différence entre je travaille avant je travaillais et je faisais une pause, je me formais. Maintenant, ça, on est en train en tout cas, nous, on s'en est servi pour gommer un peu les limites et du coup, on crée plus de porosité entre temps de formation et temps opérationnel. C'est vraiment une nouvelle philosophie de la formation, justement, qui était envisagée avant comme une journée de formation dans une salle. Et avec cette accélération des modalités et des formats, effectivement, vous le dites à juste titre, Guillaume, c'est une vraie révolution sur les outils, sur les formats, mais aussi sur les thématiques. Et je voulais aborder ce point avec vous tous, et notamment avec vous, Claire, qui l'avez noté. Il y a une vraie évolution sur les attentes en termes de thématiques sur les formations. Alors effectivement, sur les attentes et sur les thématiques qui nous sont adressées, je vais faire un commentaire sur 3 points. Le premier point que je trouve peut-être le plus significatif, c'est les nouvelles attentes vis-à-vis des managers. Je pense que là, pour le coup, en termes de leçon de la crise, on peut parler de la fragilisation des lignes managériales avec ce qu'on appelle le management hybride, qui est quand même la demande numéro 1 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on manage une équipe à moitié là, à moitié à distance, et comment on crée du lien, comment on recrée du collectif par rapport à tout ça. Donc là, il y a une vraie demande des managers, une vraie demande des clients pour accompagner les managers dans ces nouvelles missions. Le deuxième sujet qu'on voit aussi beaucoup, c'est effectivement sur du hard skills, c'est l'impact du digital sur l'ensemble des métiers. Et donc là, effectivement, on a beaucoup de demandes sur parce que finalement le digital s'est mis en interstice à peu près de tous les métiers. Donc l'idée aussi, c'est comment ça s'accroche avec les métiers tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc des demandes en hard skills beaucoup. Et puis quand même,
j'allais dire, alors je peux même pas dire une rénovation parce que c'est pas vrai, à chaque fois on dit ça, mais les soft skills ont toujours, et de plus en plus en tout cas, besoin d'être traités par les entreprises, par les salariés. À la fois parce que on sent que la crise a accéléré une forme de questionnement, parfois de mal-être. On a besoin de se repositionner un peu sur soi-même par rapport à son environnement, par rapport au sens que l'on donne, et donc on a quand même beaucoup de demandes autour de ça pour justement redonner un petit peu de sens à toutes ces pratiques professionnelles et puis dans ce contexte un petit peu compliqué. Et puis on a quand même le soft skill pris comme une capacité à prendre du recul et une capacité à apprendre à apprendre. Parce que finalement, ce qui ressort aussi, c'est qu'on a une accélération de l'obsolescence des compétences. On voit que rapidement, sur des métiers, les compétences, elles sont obsolètes parce que les progrès du digital, parce que l'évolution des métiers, parce que les organisations bougent rapidement. Et donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est être plus capable d'apprendre rapidement, de savoir où sont ses failles et de pouvoir justement développer des compétences un peu en permanence. Alors ça rejoint ce que tu disais sur le fait que la formation, j'allais dire, elle s'intègre, elle se dilue presque un peu dans le quotidien de travail. Alors c'est à la fois bien et à la fois pas bien. C'est bien parce que finalement on est dans des organisations, alors ça fait longtemps qu'on en parle, mais apprenantes, à savoir que finalement la compétence, c'est un goutte à goutte de la compétence permanente sur le travail qu'on fait au quotidien. Mais en même temps, on sait en tant que nous pédagogues que la compétence, pour l'acquérir, qu'il faut à un moment donné sanctuariser des moments pour se mettre dans une posture d'apprentissage. Dans une posture où, alors moi je dis toujours que la formation c'est en grande partie détruire avant de construire. Ça veut dire se poser les questions sur ce qu'on fait pour voir comment on peut faire autrement. Et du coup ce temps de déconstruction, qui est un temps qui est indispensable à la construction, on doit aussi le sanctuariser. Et c'est aussi un point de vigilance par rapport à cette dilution entre ce goutte à goutte permanent de la compétence qui vient dans nos quotidiens de travail. Il faut aussi prendre du temps pour qu'on sanctuarise des moments où la formation devient un regard qu'on porte sur ses propres pratiques. Et pour ça, il faut un peu de temps. Et pour ça, il faut un petit peu se mettre dans une bulle. Alors, bien sûr, on ne sera plus dans des bulles à l'aune d'une journée où on arrête tout et on fait autre chose. Mais il faut quand même penser à ça. Et ça, c'est un élément de pédagogie qui est important et qui est surtout à ne pas négliger. Qu'il faut reprendre en considération, effectivement. Je reviens sur ce que vous disiez, Claire, sur l'effacement des lignes managériales, puisque c'est quelque chose qui a vraiment été constaté par l'ensemble d'entre vous, notamment vous, Guillaume, vous le parliez, cette nouvelle responsabilisation des managers et d'un point de vue thématique de formation, qu'ils avaient de nouvelles attentes pour mieux prendre en main leur rôle de manager. Oui, effectivement, mais les managers, au même titre que tout le monde, ils ont été traversés par les problématiques de la crise. Donc nous, ce qu'on a essayé de leur proposer en réponse, c'est, en tout cas ce qu'on a déployé au démarrage, c'est tout ce qui est comment je pilote la performance à distance, comment je m'assure que je repère ceux qui vont moins bien dans mon équipe et comment je les accompagne, comment je recrée de l'informel à distance, parce que ça c'était la vraie question, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'informel avait une vraie valeur et que dans notre quête éperdue de performance, il y avait des moments où c'était bien de faire un pas de côté pour traiter d'autres sujets, et ça en distanciel c'était compliqué. Maintenant, évidemment, Claire le disait, et je vais faire une dédicace à Anne d'Air France qui est dans la salle, qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui poste des choses très intéressantes. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Sur l'hybride, qui est le sujet phare de tout le monde en ce moment, c'est-à-dire c'est quoi les nouvelles règles du jeu, comment on recrée des codes d'équipe autour de ces sujets-là. Et puis pour nos collaborateurs, là où c'était vraiment le parent pauvre de notre offre avant, en tout cas de l'offre de service qu'on leur proposait, l'offre de formation, c'est tout ce que je mettrais sous le chapeau du care, c'est-à-dire que comment je prends soin de moi, alors pendant le confinement notamment, on a eu on a anticipé les demandes là-dessus. Et on a déployé beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais déployées avant. C'est-à-dire comment je fais des trucs pour me relaxer de respiration, comment je fais un pas de côté pour me recentrer sur des choses, comment j'analyse mes émotions, qu'est-ce que je ressens, Donc et on a même expérimenté, pareil, ça on l'aurait jamais fait avant parce qu'on aurait dit c'est peut-être pas chez nous, est-ce que c'est à nous de le faire, est-ce que c'est pas à nous de le faire. Bon là on s'est pas posé la question, on l'a fait parce qu'on s'est dit il y a un vrai besoin. On a lancé des groupes qu'on a appelés Parole et Action, qui étaient un peu à cheval entre je viens et je vide ma brouette pour dire qu'est-ce
qu'est-ce qui va pas, etc. Mais derrière, grâce aux méthodes du Codev, en fait, on les faisait travailler et émerger des solutions collectives de ces groupes-là, des gens qui se connaissaient pas, sans rapport hiérarchique, qui probablement se recroiseront pas parce qu'ils travaillent pas dans les mêmes régions, etc. Ça a cartonné, ça a vraiment bien marché avec ils se créaient des boucles WhatsApp entre eux et après, si les sessions étaient finies, ils continuaient d'échanger. Donc encore une fois, ça c'est des choses qui n'auraient pas été possibles avant, mais qui nous ont permis d'élargir notre offre de service pour nos clients internes. Nouvelles opportunités, nouveaux formats. Joël aussi, vous avez constaté ça et vous avez constaté surtout des nouvelles attentes et des nouveaux enjeux pour les managers en déployant vos formations. Tout à fait. En fait, ce qui a beaucoup aussi évolué avec cette crise, c'est le mode d'organisation des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, là où avant les sociétés recrutaient vraiment local, les sociétés se laissent le monde entier pour recruter, puisque elles ont pu s'apercevoir que les collaborateurs étaient tout aussi efficaces en travaillant de la maison qu'en travaillant sur place. Donc on a vraiment des équipes aujourd'hui qui ont évolué. Là où aujourd'hui, vous avez un manager qui va pouvoir avoir des équipes qui vont être basées en Australie, en Italie, en Russie. Avant, vraiment, il manageait ses équipes qui étaient sur place. Et là, il y a déjà une gestion qui est complètement différente parce que il y a l'accompagnement qui est nécessaire au niveau de la langue, puisque la langue de travail est l'anglais, mais pas que. Le rôle du manager, c'est d'animer ses équipes et de faire aussi de ces différences culturelles, parce qu'on ne manage pas un Australien de la même manière qu'un Italien ou un Russe, mais c'est vraiment aussi de comprendre les enjeux en fait, de cette collaboration à travers les frontières et d'en faire quelque chose de positif. Donc c'est vraiment de pousser en fait les équipes à aller plus loin, parce que c'est vrai que quand on parle le même langage, on a les mêmes codes, on se comprend bien tout de suite, donc on est plus efficace sur la courte durée. Mais quand on pense différemment, peut-être la machine met plus longtemps à démarrer, mais on va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, les managers ont vraiment besoin d'un accompagnement à ce niveau, pas que sur la langue, vraiment sur tout ce qui est dimension interculturelle. On le voit dans les entreprises, il y a une vraie prise de conscience et il y a même un métier qui va émerger vraiment pour accompagner les collaborateurs et les managers sur ce sujet, qui est vraiment l'interculturel, la collaboration à travers les frontières. Merci Joël. On réalise donc que les collaborateurs et les managers doivent comprendre les enjeux qui les animent et ils doivent devenir moteurs de leur parcours de formation. Alors, je crois qu'on va devoir faire un peu plus rapide que prévu puisqu'on avait encore beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, vous avez tous évoqué et tous mentionné, et c'est un point qui est important à comprendre, ce renouveau du besoin de l'implication du collaborateur dans son parcours. Peut-être, parce que Rachel, vous avez un contexte qui est assez parlant sur ce sujet. Vous laissez nous expliquer un petit peu à quel point ça devient capital que le collaborateur s'inscrive dans son parcours de formation et qu'il soit ré-onboardé dedans. Alors, on a comme j'ai dit précédemment, on a une culture formation obligatoire. Et les gens, ils sont assignés ces formations, donc ils les font. Donc aujourd'hui, nous, notre enjeu, et le plus grand enjeu, c'est de remettre la formation au centre et que chacun d'entre tous nos collaborateurs, ils pensent à leur parcours, leur carrière et qu'ils regardent vraiment quelles compétences est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour mon travail actuel, mais également pour demain, pour être employable à l'intérieur, mais aussi de l'extérieur de l'entreprise. Parce qu'on a aujourd'hui, je pense, on a nous, l'obligation d'aider nos collaborateurs de pouvoir avoir une carrière même en dehors de notre organisation. Donc c'est vraiment là pour comment est-ce qu'ils savent ce qui existe dans l'entreprise et qu'ils le fassent de eux-mêmes, de leur volonté. C'est vraiment notre enjeu aujourd'hui. Et c'est tellement un enjeu qu'on a vu des réformes en ce sens. Claire, vous l'évoquiez tout à l'heure, et effectivement on a une réforme de la formation qui a encouragé cette démarche-là. Oui, alors sur l'apprenant au cœur du parcours, il y a deux choses à dire. D'abord, le digital oblige à l'apprenant à être beaucoup plus autonome.
Si on veut que ça fonctionne, à un moment donné, il faut qu'il soit plus autonome. Donc il y a une responsabilisation de l'apprenant. Et puis il y a un contexte global qui est celui effectivement de notre écosystème. Il y a quand même donc il y a le CPF qui incite, enfin qui donne des droits en fait à chaque actif. Et puis il y a aussi un outil dont il faut que tout le monde se serve, c'est l'entretien professionnel qui est quand même là aussi pour identifier des besoins de formation et un dialogue avec l'entreprise. Je pense qu'on est au temps 3 du CPF. Moi déjà, je pense qu'on a déjà le premier temps du CPF, c'était de dire finalement il va falloir que l'on puisse que chacun prenne sa responsabilité. Vous avez un droit. Alors c'est vraiment vous pouvez prendre vos droits. Vous en parlez pas forcément à votre employeur. Et puis il y a une évolution où on s'est aperçu que finalement c'était un petit peu compliqué à fonctionner parce que un certain nombre d'actifs étaient un petit peu perdus. Maintenant on arrive dans un temps où il y a une sorte d'équilibre qui se fait, qui doit se trouver entre l'entreprise qui propose et le salarié qui accepte ou qui propose lui aussi et qui est responsable et qui est autonome par rapport à ça, mais qui est autonome en co-construction avec l'entreprise. Et ça, je pense que c'est une évolution, et c'est une évolution d'abord qui va permettre de redonner des moyens à la fois aux actifs et aux entreprises, et qui va permettre de rééquilibrer un peu la relation entreprise-salarié. Parfait, merci Claire. Ce sera notre mot de conclusion puisque malheureusement notre temps est écoulé. On avait encore quelque chose à vous dire, mais eh bien, ce sera peut-être l'occasion d'en discuter, notamment pour l'événement YouSpring qui arrive en début d'année prochaine. Je vous remercie à tous pour votre attention et eh bien, je vous laisse profiter du reste de cet événement et des conférences à venir.